Raphaël pour vous présenter la section de matière portant sur l'équilibre statique. Alors, on parle d'équilibre, c'est quand on parle d'équilibre en physique. En fait, un objet est en équilibre si et seulement si deux conditions sont respectées. La première condition, c'est que la somme des forces sur l'objet est nulle. Et la deuxième condition, c'est que le moment de force net, le moment de force total, donc la somme des moments de force sur l'objet est nul également. Alors, si la somme des forces qui s'appliquent sur un objet et la somme des moments de force qui s'appliquent sur un objet, ça donne 0, alors on a un objet qui est en équilibre. On parle d'équilibre statique si l'objet est immobile, puis qui va rester immobile, donc qui n'est pas juste temporairement immobile, mais qui l'est et demeure immobile. C'est là qu'on parle d'équilibre statique. En fait, le fait que la somme des forces est égale à 0 et la somme des moments de force est égale à 0, ça ne veut pas dire que l'objet est immobile en soi. Ça veut juste dire que pas, son centre de masse n'est pas en train d'accélérer ou il n'y a pas d'accélération angulaire. Donc, il y a pas, la vitesse du centre de masse n'est pas en train de changer et la rotation de l'objet n'est pas en train de changer de vitesse angulaire. Alors, on pourrait avoir un objet, je sais pas, on le lance dans l'espace, loin de toute planète ou étoile, ben, l'objet il va continuer de dériver et possiblement de tourner, là, mais à des vitesses constantes. Dans ce temps-là, sur l'objet, la somme des forces est égale à 0 et la somme des moments de force est égale à 0 également. Mais dans le cadre de cette section de matière, on va s'intéresser davantage à l'équilibre statique. Donc, non seulement la somme des forces est égale à 0, non seulement la somme des moments de force est égale à 0, en plus, les vitesses et vitesses angulaires sont égales à 0. On va commencer par la somme des forces. Donc, quand la somme des forces est égale à 0 sur un objet, c'est vrai en termes vectoriels. Donc, si on prend les vecteurs des forces et qu'on les place bout à bout, on va être revenu au même point de départ. Donc, ça va faire un parcours fermé. Alors, s'il y a 3 forces, ça va faire un triangle. S'il y a 4 forces, ça va faire un quadrilatère et ainsi de suite. Donc, on fait la somme des forces en les mettant bout à bout. Évidemment, si tout est à l'échelle, on va revenir au point de départ. Mais habituellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer les vecteurs en composantes. Et pour que la somme vectorielle pour que la somme vectorielle soit égale à 0, on a besoin que la somme des composantes des forces en x soit égale à 0, en y soit égale à 0, en z soit égale à 0. On pourrait imaginer n'importe quel axe, là, peu importe son orientation. Peu importe l'axe considéré, la somme des composantes des forces le long de cet axe-là doit absolument être égale à 0 parce qu'il ne peut pas avoir d'accélération le long de cet axe-là. Alors ça va être intéressant parce que dans un problème, on pourra décomposer en différents axes. Nous, on va travailler en 2 dimensions dans le cadre du cours, donc ça nous donne 2 équations là, à notre disposition, une somme des forces en x, une somme des forces en y. Mais comme je le mentionnais, on n'est pas obligé de travailler avec les composantes. On pourrait garder les vecteurs directement. Si on a 2 ou 3 forces, des fois, ça peut être plus simple de travailler avec les vecteurs et pas avec les composantes. Donc, s'il y a juste 2 forces, ben, la somme des forces est égale à 0 avec juste 2 forces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 2 forces ont nécessairement le même module, mais des directions opposées. Il ne peut pas avoir un vecteur vers la droite et un vecteur vers le haut parce qu'ils ne peuvent pas s'annuler l'un et l'autre. Donc, avec juste 2 forces, on sait que les modules sont égaux et on sait que les directions sont opposées. Alors, pourquoi diviser les deux vecteurs en composantes? On va juste, en fait, on va travailler le long de leur axe pour seulement considérer leur module. S'il y a 3 forces, le fait que les 3 vecteurs bout à bout reviennent au même, ça veut dire qu'on va avoir un triangle. Alors parfois c'est avantageux de travailler comme ça parce que les triangles, quand on connaît 2 côtés, un angle, etc., ou un côté et 2 angles, on est capable de trouver la valeur des autres côtés et des autres angles. Donc on peut utiliser seulement de la trigonométrie ou la loi des sinus ou la loi des cosinus, là, si on n'a pas un triangle rectangle, pour trouver les modules ou les directions des forces qu'on ne connaît pas. Cela dit, c'est toujours possible de diviser en composantes, ça va fonctionner. Par contre, si on a 4, 5, 6 et plus forces, là, utiliser la somme vectorielle, ça commence à être plus difficile. On n'a pas d'équation. Donc, la géométrie n'est pas simple pour résoudre. Alors, habituellement, si on a 4 forces et plus qui s'appliquent sur un objet, on va y aller avec les composantes. Commençons avec un exemple.
Alors ici, on a une lourde caisse qui est immobile, donc en équilibre statique, qui est suspendue à l'extrémité du câble 1. Et le câble 1 passe par une très petite et très légère poulie qui est sans frottement. Et la poulie est maintenue par un câble, le câble numéro 2. En fait, la poulie n'est pas fixée solidement là, sur un mur du fond, par exemple. Elle est juste suspendue au bout du câble 2. Donc, si on coupait le câble 2, la poulie tomberait là, essentiellement. Et si on coupait le câble 1 et qu'on gardait le câble 2, ben, la poulie ferait une oscillation comme un pendule, là. Donc, la poulie n'est pas fixée et seulement maintenue par des cordes. Et ici, on veut savoir que vaut l'angle bêta dans le schéma, connaissant l'angle θ qui est indiqué. En fait, l'angle θ, on ne le connaît pas directement, mais on connaît les dimensions. Donc, on va être capable de trouver θ. Maintenant, on veut savoir que vaut l'angle bêta. Alors, comment on va faire ça? En fait, c'est possible de résoudre parce qu'il y a juste une direction possible pour le câble 2 qui va faire en sorte que la composante de la tension dans le câble 2 va être capable d'annuler les composantes en X et en Y des tensions dans le câble 1. Donc, c'est pour ça qu'on est capable de résoudre. Il y a juste une façon pour que la somme des forces soit égale à 0 à la fois en X et à la fois en Y. Alors, ce qu'on va faire, ben, la première chose, on va vouloir trouver l'angle θ. Donc, l'angle θ, ben, c'est le côté opposé sur le côté adjacent qui va donner la tangente de l'angle. Côté opposé qui est 3,4 mètres et 5,2 mètres pour le côté adjacent. Ça nous donne donc un angle θ qui vaut approximativement 33,18 degrés. Alors, on garde ça en banque, ça va être utile plus tard. Maintenant, comment on va résoudre? En fait, si on regarde seulement la petite poulie, on a trois forces qui s'appliquent sur elle. Il va y avoir la tension dans le câble 2 et il y a la tension dans le câble 1, mais qui va s'appliquer à deux endroits, donc dans deux directions différentes. Alors, comme on a trois forces, on pourrait utiliser les vecteurs, donc la somme des trois vecteurs, les trois vecteurs mis bout à bout, ça va faire un triangle. Mais on pourrait aussi décomposer en composantes. Alors, ce que je vais faire ici, je vais utiliser les composantes d'abord, et par la suite, je vais résoudre le même problème, mais en utilisant les vecteurs. Alors, avec les composantes, ben, premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, comme d'habitude, on va indiquer nos forces. Donc, on a la tension dans le câble 1 qui s'applique. Toujours, la tension, ça tire sur l'objet. Et on a la tension dans le câble 2 aussi, donc vers l'extérieur, puisque c'est une force de tension. Si on s'indique un système d'axe, on remarque que l'angle θ, c'est l'angle que fait la tension 1 qui est à gauche avec l'horizontale, et l'angle bêta, c'est l'angle que fait la tension 2 avec la verticale. Donc dans les deux cas, c'est des angles alternes internes avec les angles qu'on connaissait déjà, en fait, qui étaient déjà illustrés sur le schéma. Alors, somme des forces en X, somme des forces en Y, ça doit être égal à 0. Commençons par X. Qu'est-ce qu'on a en X? Bien, on a Ft2 qui a une certaine composante vers la droite, c'est la composante qui est opposée à l'angle de bêta. Et on a Ft1, la flèche de gauche, là, qui a une certaine composante, donc vers la gauche, qui est adjacente à l'angle θ. Alors Ft2, la tension dans le câble 2, fois le sinus de bêta, moins la tension dans le câble 1 fois que le cosinus de θ, c'est égal à 0. Ce qu'on va faire, ben, Ft1 cos θ, on peut l'envoyer de l'autre côté. Et en remplaçant la valeur de θ par ce qu'on a trouvé, on est capable d'obtenir une relation. Donc, on ne connaît pas Ft1, on ne connaît pas Ft2, on ne connaît pas l'angle bêta, mais on connaissait le cosinus de 33,18 degrés. Donc, Ft2 fois sinus bêta, c'est égal à 0,83697 Ft1. Ça nous donne une équation, mais on a encore trois inconnus. On va avoir besoin au moins d'une autre équation. Alors allons-y avec la somme des forces en Y qui est égale à 0. En Y, qu'est-ce qu'on a? On a Ft2 qui a une composante vers le haut, c'est la composante adjacente à l'angle bêta. On a Ft1 qui est vers le bas directement, si on regarde la flèche Ft1 qui est à droite. Et on a la flèche de gauche qui a aussi une composante vers le bas, c'est la composante opposée à l'angle θ. Alors on va prendre le sinus dans ce cas-ci. Alors, on va mettre les positifs, en fait, les FT1 à droite, donc positif d'un côté, FT2 qu'on garde à gauche, vu qu'il était positif à gauche. Encore une fois, on ne connaît pas FT2, on ne connaît pas bêta, mais le sinus de 33,18, on sait c'est quoi. Alors, une fois FT1 plus le sinus de 33,18 degrés fois FT1, on a 1,54725 FT1 à droite. Deux équations, trois inconnus. Ça veut dire qu'on ne pourrait peut-être pas résoudre, on aurait peut-être besoin d'une équation de plus. Mais ce qu'on remarque ici, si on divise
l'équation de gauche par l'équation de droite, les ft2 vont se simplifier et les ft1 vont se simplifier aussi. Alors avec ces deux équations-là, on n'est pas capable de trouver nécessairement toutes les valeurs, mais l'angle bêta, on va être capable de l'identifier. Alors on divise l'équation de gauche par l'équation de droite, comme je le disais. Les tensions se simplifient autant à gauche qu'à droite. Sinus bêta sur cosinus bêta, ça va nous donner la tangente de bêta. Et les deux valeurs numériques qu'on avait à droite, 0,836,97 divisé par 1,547,25, ça donne 0,54094. Alors la tangente de l'angle est connue. On fait l'arctangente. On trouve que bêta vaut 28,41 degrés. Alors, c'était la méthode de résolution en utilisant les composantes. Ça fonctionne quand même bien ici. C'est sûr qu'on avait beaucoup d'inconnus. C'est sûr que si la masse qui était suspendue au câble 1 était connue, ben on aurait connu la valeur de FT1. Ça aurait été peut-être un petit peu plus simple. Mais somme toute, même sans connaître la masse suspendue, seulement en connaissant l'angle θ, on était capable de déduire la valeur de l'angle bêta. Maintenant, deuxième approche, l'approche vectorielle. Alors, on avait trois forces sur la poulie, FT2 qui allait vers en haut à droite et FT1 qui allait verticalement vers le bas et vers en bas à gauche. Si on met les trois vecteurs bout à bout, ça doit donner un triangle. Bon, là, c'est sûr que c'est dur de faire, de mettre des vecteurs bout à bout à l'échelle sans connaître leur valeur, mais on va voir que c'est quand même faisable. Alors, on va commencer, bon, somme des forces est égale à 0 sous forme vectorielle, c'est l'équation qu'on va utiliser. On va commencer par FT1 parce qu'on connaît sa direction. FT1 est vers le bas. L'autre FT1 qui était vers en bas à gauche, on connaissait sa direction aussi. Et ce qu'on sait, même si on ne connaît pas sa valeur, on sait que le vecteur a exactement la même longueur que l'autre vecteur FT1. Essentiellement, c'est le même câble qui passe par une poulie sans frottement, donc ça va être la même force de part et d'autre. Alors, comme on connaît l'angle θ ici, on est capable de se faire un schéma à l'échelle. Et FT2, on ne connaît ni sa grandeur, donc ni sa direction, mais comme il n'y a pas le choix de venir fermer le triangle, on pourrait se faire un dessin à l'échelle et mesurer la longueur de FT2 et mesurer son angle, et on aurait des valeurs approximatives là, pour FT1, en fait, la proportion de FT2 par rapport à FT1, dis-je bien. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on connaissait? Ben, l'angle bêta, c'était l'angle que faisait FT2 avec la verticale, là, autant à gauche ou à droite là, de la flèche, puisque ce sont des angles alternes internes. Et ce qu'on remarque, c'est que le triangle qui est formé, on a un côté qui vaut bêta, on a un côté qui vaut θ plus 90 degrés, et je parle de côté, je parle d'angle, je veux dire. Donc, un angle bêta, un angle 90 degrés plus θ, et l'autre angle, ben, il n'y a pas le choix d'être égal à bêta aussi, puisqu'on a un triangle isocèle. FT1 et FT1, ben, ils ont la même longueur, alors nécessairement, bêta et bêta les deux petits angles vont avoir les mêmes valeurs également. Alors, la somme des angles à l'intérieur du triangle doit donner 180 degrés. Alors, bêta plus 90 degrés plus θ est égal à 180. Si on fait moins 90 degrés des deux côtés, on remarque que 2 fois bêta plus θ est égal à 90. Et ben, ça, c'est un résultat qu'on a obtenu avec la somme des angles à l'intérieur du triangle. Mais ce qu'on remarque, c'est que l'angle θ dans le schéma, on aurait pu l'indiquer en bas à gauche, comme ça ici, vu que c'est des angles alternes internes. Donc, au lieu de faire la somme à l'intérieur du triangle, on aurait pu dire, ben, l'angle droit entre les deux lignes pointillées rouges, bêta plus θ doit donner 90 degrés. Donc, ça nous aurait donné la même équation. Donc, il y avait deux façons d'obtenir ce résultat. Et puisque θ était connu, ben, on a seulement à isoler bêta. Alors, vous voyez comment ça a été rapide pour obtenir cette valeur d'angle. Et en plus d'avoir l'angle, on sait déjà que FT2, on ne connaît pas sa valeur parce qu'on ne connaissait pas FT1, mais on sait que FT2 a un plus grand module que FT1. C'est quelque chose que le schéma nous donne comme information. Alors même si on n'a pas les valeurs, juste avec une, on aurait une bonne idée de l'autre. Alors c'était les deux méthodes de résolution. Je dirais la méthode du triangle qu'on appelle, donc quand on a trois forces mis bout à bout qui forment un triangle, ça peut être pratique, ne serait-ce que pour se faire un schéma rapidement là, à la main, main levée, juste pour avoir une idée, FT2 devrait être environ dans cette direction-là et environ telle grandeur. Donc après ça, quand on résout, même si on utilise la méthode des composantes, mais ça nous fait une façon de valider. Donc si juste on a fait un schéma à l'échelle, la valeur de 28,41 degrés,
ça a de l'allure. Si on avait calculé, on avait obtenu 80 degrés, on aurait fait, non, ça ne correspond pas avec le schéma. Alors même si vous utilisez la méthode des composantes pour faire vos calculs, je vous suggère un schéma quand il y a trois forces qui s'appliquent sur l'objet, juste pour valider vos valeurs et vos directions par la suite.